Dominique, c'est à toi, bienvenue. D'accord. Alors, merci Daniel pour cette euh, gentille introduction. Et je suis vraiment ravie d'être ici avec toi, premièrement, hein, que tu m'aies invité à faire partie de tes activités. Et c'est la première fois qu'on fait une visio ensemble. Et c'est la première fois aussi que je fais une conférence où je peux voir les gens qui assistent. Habituellement, on est dans des systèmes où c'est comme il y a une foule de gens, mais que je ne vois pas. Donc, je suis ravie que tout le monde soit là ce soir. Merci de votre participation. Merci d'avoir pris du temps pour être présent à cette activité avec moi. Alors, pour compléter un petit peu ce que Daniel a raconté à mon sujet, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas encore, au cours, disons, des 30 dernières années, j'ai fait énormément de différentes formations, à peu près tout ce qui existe, ou en fait une grande quantité des méthodes et des méthodologies hein, qui sont disponibles actuellement, que ce soit le l'EFT, le décodage biologique, la reconnexion, le Reiki est nommé en fait à peu près toutes les techniques. Je les ai étudiées pour moi-même. Hein. C'est-à-dire que j'avais tellement une grande soif de savoir qui j'étais, de savoir comment ça fonctionne. Il n'y avait jamais suffisamment de réponses dans ces apprentissages que je faisais. Jusqu'à ce que je rencontre sur mon chemin des gens, des mentors, en fait, donc, qui m'ont permis de comprendre que la clé essentielle à un changement profond, à un changement véritable, c'était la reconnexion avec notre être intérieur, qu'on peut appeler notre être authentique, notre être essentiel, notre essence divine, peu importe le nom que vous voulez lui donner, mais cette partie de nous qui est plus grande que nous, qui était là bien avant qu'on soit né physiquement, okay, qui en fait a décidé notre incarnation et de laquelle, suite à toutes sortes de circonstances, on s'est progressivement coupé. Alors, à ce moment-là, pour moi, les choses ont vraiment changé parce que j'ai commencé à faire des expériences qui m'ont amené une plus grande compréhension de ce qu'est vraiment la nature humaine. Parce que comprendre la nature humaine uniquement à partir de la psyché, la personnalité et tout ça, c'est un aspect de notre être, mais c'est un aspect qui n'est pas complet. Donc, quand on peut, euh, disons, intégrer tous les aspects de notre être, autant le spirituel que le matériel, alors on a une vision de la vie, une vision de nous, une vision de nos capacités qui s'élargit, qui nous permet d'avoir un pouvoir énormément plus grand que lorsqu'on fonctionne seulement avec notre, disons, notre aspect humain, qu'on peut appeler aussi notre personnalité. Alors, ce que j'ai appris, OK, en ce que ce qui est important dans tous les apprentissages que j'ai faits, c'est qu'à un certain moment donné, j'ai réalisé qu'on apprend beaucoup de concepts hein, et on peut dire d'une façon très claire, voici comment ça fonctionne, voici ce qu'il faut faire, voici comment la loi de l'attraction fonctionne, par exemple, ou etc. Mais dans notre vie, il n'y a rien qui change en profondeur. Oui, dans mon expérience à moi, j'avais des expériences un peu plus agréables, j'arrivais à créer des choses, à tirer des situations un peu plus comme je le voulais, mais à l'intérieur, je me sentais toujours mal, dissociée, je ne savais pas vraiment qui j'étais, ni disons, ce que je voulais faire de ma vie. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que les réponses n'étaient pas à l'extérieur, mais que tout était à l'intérieur de moi. Alors, on va parler ce soir beaucoup des relations de couple, parce que je trouve que c'est un très bon thème de notre vie, un très bon domaine de notre vie pour nous refléter beaucoup de choses sur ce que nous sommes. Alors, ce que j'ai appris aussi à travers mon expérience, c'est que pour qu'un changement véritable s'installe, OK, il y a plusieurs étapes. Et lorsque ces étapes-là ne sont pas toujours faites, c'est pour ça que parfois on peut dire oui, mais j'ai travaillé, vous savez, tellement longtemps sur la relation avec mon père ou la relation avec ma mère et je croyais que j'avais réglé ceci ou ça. Et c'est vrai, hein, l'énergie qui était, disons, euh, traumatique qui était à la base hein, de certains problèmes a été identifiée et on a fait un certain lâcher-prise, mais en même temps, on n'est pas allé aux autres étapes, les autres étapes qui sont, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qui est-ce que je suis vraiment maintenant? OK, maintenant que je ne suis plus cette personne qui est définie par ce traumatisme, qui suis-je et qu'est-ce que j'ai envie en devoir dans ma vie? Et la troisième étape qui est très importante, c'est qu'on n'a pas appris comment on crée. C'est-à-dire que ce traumatisme que j'ai vécu, pourquoi il s'est créé, comment il s'est créé, mais surtout, comment je fais
pour ne plus le recréer, parce que c'est ce qui va se passer pour plusieurs personnes, OK? Je vais vous donner un exemple. Dans la vie de tous les jours, vous avez travaillé, disons, sur vous sentir bien avec vous-même, vous respecter, vous honorer, vous aimer, etc. Et là, votre partenaire agit d'une façon inacceptable. Ça peut être beaucoup de différents comportements qui sont inacceptables pour une personne, mais prenons l'exemple d'un partenaire qui s'emporte et qui va pour un tout ou pour un rien, vous parler vous manquez de respect, parler d'une manière qui est très insultante ou désagréable. Et là, devant cette situation-là, vous allez réagir encore de la même manière. Hein? Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas encore changé? Sans réaliser que c'est justement cette situation-là qui vous amène l'occasion de montrer quelque chose de différent, de choisir un comportement différent, une réponse différente. Et plutôt que de rester là, disons, à ne rien dire et à accepter ce comportement, ou alors plutôt que d'être en colère, mais de ne rien dire pour garder l'harmonie ou pour ne pas perdre l'amour de la personne que vous aimez, vous avez le choix de dire, hein, je n'accepte pas ce comportement-là. Mais on n'a pas appris et de le dire non pas avec une énergie d'opposition ou de montrer une énergie de jeu de pouvoir, j'appellerais, mais avec une énergie neutre, comprenant que l'autre est dans son, disons, un comportement qui le regarde lui, qui n'a rien à voir avec vous, mais que si vous le prenez personnellement, bien, ça devient votre histoire. Alors, on va parler plus en profondeur de ce type de situation-là, mais dans cette perspective où l'expérience est nécessaire pour le changement, pour moi, les relations de couple ont toujours été, si on veut, un espace privilégié qui m'a permis de mieux me connaître parce que notre partenaire de vie, c'est notre plus grand miroir. Hein? Et c'est principalement moi à travers mes relations amoureuses, mais je dirais aussi à travers avec les relations avec mes enfants, mais on va dire les partenaires amoureux dans ce cas-ci, que j'ai vraiment commencé à assumer ce que je suis vraiment, la personne que je suis vraiment, mon être authentique, que j'ai appris que j'avais le droit d'exprimer mes besoins, j'avais le droit d'exprimer ce que je ressentais. Et non seulement j'avais ce droit-là, mais d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit à notre partenaire d'une manière authentique, de se montrer tel qu'on est. Et pour moi, se montrer tel qu'on est, c'est pas être vulnérable. Au contraire, c'est être puissant. C'est montrer et c'est être capable d'être authentique, sachant que cette authenticité ne peut amener que des résultats positifs et non pas parce que quand on est authentique, on n'est pas dans une énergie de peur, on n'est pas dans une énergie, disons, d'opposition et de conflit. Et donc, on va normalement ou naturellement attirer une réponse qui va être en accord avec l'énergie qu'on émet. Donc, être authentique, dire ce qu'on ressent, quels sont nos besoins, ce sont bien entendu des étapes qui sont essentielles pour qu'une relation soit harmonieuse et puisse s'épanouir. Donc, j'ai compris tout ce qu'on peut vivre dans une relation de couple, vouloir plaire à l'autre, avoir peur de décevoir l'autre, avoir peur de le blesser si on dit des choses qui ne sont pas en accord avec ce que l'autre pense ou croit, croire qu'on est moins important ou que nos besoins sont moins importants que ceux de notre partenaire. Tout ça, ce sont des schèmes de pensée qui empêchent les relations d'être vraies parce qu'elles nous font nous cacher devant un masque on cache notre vraie nature, on cache ce qu'on ressent et ce masque au fil du temps nous fait accumuler des charges émotionnelles très lourdes, négatives que j'appelle comme la colère, le ressentiment et pour certaines personnes, j'ai même déjà vu des personnes qui deviennent complètement résignées, complètement déprimées parce qu'elles se sentent impuissantes, elles se sentent prisonnières d'une situation. Et ce qui arrive, c'est que ces émotions-là, finalement, viennent tuer l'amour qu'on a pour l'autre personne. Alors, si on veut si on veut développer une relation saine, une relation où les deux personnes peuvent évoluer ensemble, grandir ensemble, il faut apprendre à se respecter soi-même. Il faut apprendre aussi, il faut savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Il faut savoir se poser des questions, mais quelle est l'expérience que j'ai envie de vivre dans ma relation? Et comment est-ce que je peux arriver à, si on veut, attirer cette expérience que j'ai envie de ressentir?
Et bien entendu, il a fallu que je comprenne, et ça n'a pas toujours été, ça s'est pas toujours fait facilement. OK, parfois, ça s'est fait par des situations plutôt dramatiques. C'est que les relations de couple n'étaient pas une solution à mon manque de valeur, à mon manque de confiance en moi, ou fondamentalement à mon manque d'amour pour moi. Hein. Au contraire, au bout d'un certain temps, ce mal-être que j'avais m'était toujours reflété à travers la peur de perdre l'amour, la peur d'être abandonnée, etc. Donc, les relations amoureuses ont été pour moi vraiment l'endroit où j'ai appris qu'est-ce que ça voulait dire aimer inconditionnellement. Et cette forme d'amour élevé, hein, qui le mot le dit, est inconditionnelle, ça veut dire qu'elle n'attend rien en retour. Elle ne peut être présente dans notre vie que si on a déjà cet amour inconditionnel pour soi-même, si on est déjà capable de s'accepter tel qu'on est, avec tout ce qu'on a été, toutes les expériences qu'on a vécues, celles qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas eues, celles qu'on a eues mais qu'on n'aurait pas voulu avoir, enfin, tous ces aspects-là de nous, il faut être capable d'intégrer tout ça et de réaliser que ce ne sont que des expériences. Hein? Alors, je pense que dans le contexte qu'on vit actuellement, hein, de cette crise mondiale où plusieurs personnes ont dû vraiment faire face à une situation nouvelle, hein, par rapport à leur couple, c'est-à-dire qu'on a dû s'adapter à la présence continuelle peut-être d'un partenaire qu'on voyait quelques heures par semaine, hein, auparavant, ou avec qui on ne partageait que quelques activités, parce que le rythme, hein, de la vie ne nous accordait pas de temps. Alors là, vraiment, on n'avait pas le temps, autrement dit, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment. Mais là, dans le confinement, beaucoup d'entre nous ont été placés face à soi-même, en devant notre partenaire. Et il n'y avait plus moyen de repousser l'évidence, il n'y avait plus moyen de se mentir ou de contourner les situations, puisque constamment notre partenaire est notre miroir et que nos attentes inassouvies, nos déceptions, nos frustrations deviennent un miroir quotidien. Alors, j'ai pensé que pour aider certaines personnes, disons, à surmonter cette situation, en l'utilisant d'une façon créative, plutôt que d'une façon qui détruit la relation. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut se servir d'une situation, alors que peu importe que ce soit, disons, dû au confinement ou toute autre situation qui crée des conflits dans notre couple, hein, les conflits sont toujours là pour nous donner l'occasion de comprendre quelque chose et comprendre que, en fait, le problème n'est jamais à l'extérieur de nous, dans l'autre personne, dans ses agissements, mais qu'il est dans la manière dont nous nous voyons et dont nous nous percevons face à ces comportements-là. Alors, bien sûr, notre partenaire peut avoir des comportements qu'on ne veut pas voir ou qui ne sont pas acceptables. Mais tant qu'on se concentre, disons, sur la perception que l'autre est la source de notre souffrance, il ou elle est la source de notre manque d'amour, on ne peut rien changer à la situation. Hein? Donc, on va y revenir et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup parler pendant l'atelier qui va suivre cette conférence. Mais avant d'aller là, ce dont j'aimerais parler aussi, c'est qu'un des plus grands problèmes qu'on a dans les relations amoureuses actuellement, c'est la conception qu'on a de l'amour. La conception qu'on a de l'amour et des attentes que nous avons face à l'autre ou face à la relation. Hein? D'abord, on s'est fait une image de ce qu'est l'amour avec les livres d'histoire, hein, les contes qu'on nous a racontés pendant notre enfance, oui aussi par rapport avec le conditionnement que moi j'appelle l'endoctrinement familial, social, culturel, religieux, tout ça, hein, plus nos propres expériences dont on a tiré des conclusions qui ne sont pas toujours justes, mais c'est ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. Donc, on s'est créé une image de l'amour et des relations amoureuses et on s'attend à ce que notre relation, en fait, se conforme à l'image que nous en avons. Alors, hein, on peut croire, il y a des croyances répandues sont celles comme si quelqu'un m'aime, il va me donner ce que j'ai envie, ou alors il va connaître mes pensées et mes désirs, il va deviner mes besoins.
Ou alors encore, on croit que beaucoup que l'amour romantique est une des plus grandes formes d'amour. Et donc, on voudrait que notre partenaire nous donne ce type d'attention-là. Encore, il y a des personnes qui croient qu'un couple qui fonctionne devrait tout faire ensemble, ou encore qu'un couple qui est réussi doit durer pour la vie. Alors, l'autre chose alors tout ça, c'est des croyances en fait. Ce sont uniquement des schèmes de pensée qui n'ont rien à voir avec avec la nature fondamentale d'une relation amoureuse. Beaucoup de gens aussi croient que les relations amoureuses vont leur apporter la sécurité, que ce soit la sécurité émotionnelle parce qu'on a peur d'être seul, ou alors la sécurité financière parce qu'on a peur aussi, si on est tout seul, de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins aussi facilement, ou de ne pas être capable de traverser certaines situations plus difficiles de la vie. Donc, on croit qu'à deux, c'est plus facile. Alors, toutes ces croyances, en fait, sont des attentes qui, si on n'en prend pas conscience, mettent en place notre déception et notre souffrance future. Parce que pourquoi, vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a rien de mal à avoir des croyances, mais lorsqu'on s'attend à ce qu'une autre personne se conduise comme on croit qu'elle doit le faire, qu'est-ce qu'on fait? On veut que l'autre s'adapte à notre vision. On veut que cette personne agisse et se comporte comme on croit qu'elle doit le faire et qui pour nous est un signe d'amour. Et lorsqu'elle ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est déçu, on est frustré ou alors on est triste parce qu'on ne se sent pas aimé ou on est en colère. On peut avoir différentes émotions face au comportement, aux attentes, disons, qui sont déçues. Mais ces émotions-là, finalement, ce qu'elles nous font voir, c'est que on n'a pas de pouvoir sur l'amour. Et là va commencer un jeu de pouvoir entre les partenaires pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour, pour se sentir aimé, en fait, pour se sentir reconnu. Alors, ce jeu de pouvoir, vous avez compris maintenant, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, ce jeu de pouvoir vient naturellement parce qu'on a acquis ou on a adopté l'idée que c'est l'autre, que c'est notre partenaire, probablement qui est responsable de notre bonheur, et que l'amour, c'est lui qui nous donne l'amour, lui ou elle. L'amour, donc, est à l'extérieur de nous. Et donc, à ce moment-là, on va faire tout notre possible pour contrôler l'autre par une forme de manipulation ou de chantage émotif. Et c'est ce qu'on appelle aimer conditionnellement. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire aimer conditionnellement? Ça veut dire justement qu'il y a des conditions à notre amour. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vais donner aussi un autre aspect, OK, parce que encore plus profond que ces attentes, disons qui sont souvent conscientes. On dit par exemple, OK, moi, j'aime le romantisme dans l'amour, mon partenaire devrait agir comme ci, comme ça. Donc, c'est tout à fait conscient. Mais on a souvent aussi adopté une définition de l'amour ou associé à l'amour le comportement d'un de nos parents. Alors, le plus souvent, c'est le père pour la femme et la mère pour l'homme. Alors, je vais vous donner un exemple ici pour que vous compreniez mieux ce que ça veut dire. Alors, une personne qui est très proche de moi avait associé à l'amour la notion d'absence. C'est-à-dire qu'elle avait enregistré qu'un homme qui l'aimait devait être absent ou inatteignable. Et cette interprétation de l'amour, évidemment, ça découlait de la relation qu'elle avait eue avec son père qui était très absent dans sa vie, était peu présent. Donc, pour elle, l'amour de son père, puisqu'il était très peu présent, quelqu'un qui l'aimait ne devait pas être disponible, il était toujours inatteignable. Alors, toute sa vie, elle a eu plusieurs relations, elle tombait amoureuse d'hommes qui n'étaient pas disponibles pour elle, et elle se sentait toujours invisible à leurs yeux. Vraiment, c'est son mot, c'est invisible, OK? Alors, il y avait d'autres hommes qui auraient pu être des partenaires absolument, disons, charmants, parfaits pour elle, qui lui accordaient de l'attention. Mais même s'ils auraient pu être de bons partenaires, c'était impossible pour elle de les voir parce que comme il lui donnait de l'attention, pour elle,
ça, automatiquement, ne se sentait pas vivante avec eux. OK? Ça ne correspondait pas à sa notion de l'amour. Donc, la seule façon dont elle a pu régler ce problème-là, c'est quand justement elle en a pris conscience. Ensuite, elle a décidé, OK, de ce qu'elle voulait dans sa vie. Et puis ensuite, elle a été capable d'agir différemment et de voir quand un homme était inatteignable, OK, de ne pas choisir cet homme-là, mais de commencer à choisir ceux qui lui accordaient une attention qui, là, et là, elle pouvait se permettre, disons, de se sentir vivante parce qu'elle avait compris quel était son schème de pensée. Alors, on a parlé d'amour conditionnel tout à l'heure. Fait que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment possible de vivre une relation amoureuse qui est faite d'amour vrai, d'amour véritable, c'est-à-dire où on est dans un espace où on se sent en sécurité, où il y a de la transparence, de la confiance, de la complicité, beaucoup de joie, tout ça, du respect, où on peut se sentir vrai, où on peut montrer tout ce qu'on est, tous nos aspects qui sont plus forts, nos aspects qui sont plus faibles, et toujours se sentir aimé et accepté. Ça, pour moi, c'est une relation qui permet à un être de s'épanouir. Parce que lorsqu'on peut être soi-même, et ça, vraiment, c'est le nouveau type de relation amoureuse, lorsqu'on peut se permettre d'être soi-même, on n'a pas peur de perdre l'amour de l'autre. On n'entre pas non plus dans un jeu de pouvoir ou de contrôle sur l'autre parce qu'on a appris à trouver, disons, pour l'instant, je vais dire, on a appris à se reposer sur notre force intérieure et je vais y revenir un petit peu plus tard parce que pour répondre à cette question, est-ce que c'est possible de vivre une telle relation amoureuse? La réponse pour moi, c'est oui, mais il faut vraiment comprendre ce que le véritable amour est pour pouvoir accéder à ce type de relation-là. Et je pense que dans l'état de conscience actuel de la plupart des êtres humains, on associe souvent l'amour à une émotion. Quand je me sens bien avec quelqu'un, j'aime, ou à un sentiment puissant qu'on peut ressentir, ou même à de l'attachement envers une autre personne. Mais je crois que c'est maintenant temps vraiment d'élargir cette conception de l'amour pour englober une compréhension beaucoup plus grande et qui est possible uniquement quand on commence à ressentir et à reconnaître au centre de notre être, notre force de vie, notre énergie créative, qui en fait est notre nature véritable, qui veut s'exprimer avec force et qui est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc, autrement dit, l'énergie qui nous a créés, la source créatrice, la conscience qui nous a créés, c'est une conscience qui est faite de cette énergie qu'on appelle l'amour. Alors, encore une fois, en tant qu'être humain, je vais juste le répéter pour que vous puissiez voir la différence. Aujourd'hui, on choisit qui on aime, premièrement. Et alors, on dit certaines personnes ont droit à notre amour et certaines personnes n'y ont pas droit parce qu'on décide qui mérite notre amour et qui ne le mérite pas. Telle culture, non. Telle religion, jamais. Telle personne, président, etc., pas d'amour pour ces gens-là. Mais les gens qu'on aime en plus, on est conditionnel. C'est-à-dire que s'ils répondent à nos attentes, s'ils font comme on s'attend qu'ils fassent, on va continuer à les aimer, mais dès qu'ils commencent à agir d'une manière différente de ce qu'on croit qu'ils devraient faire, alors on leur retire notre amour. Et c'est pour ça que l'amour peut se transformer en haine facilement. Alors, vous voyez que moi, c'est ce que j'appelle, disons, l'amour humain. Donc, sur un même pôle de réalité, on peut passer de l'amour à la haine, mais finalement, c'est la même énergie, si on veut, la même émotion, sauf que c'est pas encore de l'amour véritable. C'est une expression de l'amour, si on veut. C'est une expérience qui peut nous amener à comprendre ce qu'est le vrai amour, mais ce n'est pas encore l'amour véritable. Donc, quand on comprend ça, qu'actuellement, l'amour tel qu'on le vit, c'est un amour conditionnel et exclusif, alors on peut commencer à s'observer et commencer à transformer là où est le manque d'amour, je dirais, d'accord?
Une autre façon aussi d'avoir l'impression qu'on aime, c'est lorsqu'on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Hein? Lorsqu'on a besoin de la présence de quelqu'un, on associe ça à de l'amour. Ah, quand cette personne-là est là, je me sens bien, et quand elle n'est pas là, elle me manque, je me sens tout seul, etc. Et on croit que c'est de l'amour, alors qu'en réalité, c'est une forme d'attachement ou de dépendance, okay? Parce qu'on a besoin de quelque chose qui est à l'extérieur de nous pour se sentir aimé, pour connaître l'amour. Alors, quand on cherche l'amour à l'extérieur de soi, quand on associe l'amour au regard de l'autre, aux attentions d'une autre personne, ou alors dans des activités aussi, ça pourrait être aussi des activités, hein, ou des animaux, etc., malheureusement, on est dépendant de ce qui est à l'extérieur pour se sentir aimé. Et à l'heure actuelle, c'est souvent ce qui va se passer, c'est que pour combler notre manque d'amour de soi, pour combler notre vide intérieur, on va rechercher l'amour d'un partenaire, hein, pour se sentir aimé, pour avoir ce sentiment-là. Alors qu'en réalité, quand on aime vraiment, quand on est vraiment dans l'amour inconditionnel, on ressent de la joie, on ressent de la liberté parce qu'on est capable d'accepter l'autre personne telle qu'elle est. On n'a pas d'attente que l'autre se comporte de telle ou telle manière pour se sentir aimé. On sait, hein, puisqu'on est en relation avec cette personne-là, que cette personne, hein, nous aime de façon inconditionnelle. Donc, on peut l'accepter telle qu'elle est, comprendre que ses comportements, ses choix de vie lui appartiennent et ne pas les prendre personnellement. Donc, on cesse de juger et de condamner l'autre, ce qui ne veut pas dire que hein, quand on est un couple, on est tous les deux séparés, libres de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que je dis ici. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une liberté dans nos choix, liberté qui, autrement dit, ce n'est pas un sentiment de, souvent j'entends des personnes me dire, ben, tu sais, j'aimerais aller à telle chose, mais je ne peux pas laisser mon compagnon 2 jours, ou alors il ne me laissera pas partir, ça va créer des problèmes. Ce n'est pas ce que j'appelle de la liberté, ça. Hein? C'est de l'emprisonnement. La liberté, c'est de dire oui, ça me plaît, OK, je vais en parler à mon partenaire. Et là, vous prenez votre décision vous-même. Vous allez échanger avec votre partenaire, mais la personne qui prend la décision finalement, c'est vous. Hein? Donc, on cesse, autrement dit, de rendre l'autre personne responsable de la manière dont on se sent. Alors qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal, c'est notre responsabilité. Alors, quand on veut vivre dans l'amour inconditionnel, on comprend que si on se sent triste, si on se sent en colère ou si on a du ressentiment ou on se sent frustré, c'est une réaction qu'on a nous-mêmes qui n'est pas causée par l'extérieur, mais qui est causée par la signification qu'on accorde au comportement de notre partenaire. Hein? Donc, une fois qu'on commence à comprendre ça, on comprend que c'est beaucoup plus le manque d'amour qui crée de la souffrance et qui fait souffrir, et ce n'est pas l'amour lui-même. Hein? Et donc, on peut commencer à changer notre perspective sur la situation. Et je dirais que face à l'amour, en fait, il y a 3 catégories de peurs fondamentales. En fait, la plus grande peur dans la vie des gens, quoi que ça puisse avoir l'air, OK, c'est de ne pas être aimé. Ça a toujours rapport à l'amour. Ça peut avoir l'air parfois du pouvoir, de la gloire et tout ça, mais fondamentalement, c'est être aimé pour qui on est. Alors, les 3, je dirais, formes de peur, la première, c'est de croire que dans le moment présent, il n'y a pas d'amour pour nous. Hein? On n'est pas aimé, on ne se sent pas aimé. La deuxième peur, c'est que, OK, j'en ai pas dans le moment présent, et si je le trouvais jamais, si je ne connaissais jamais l'amour véritable. Hein? Donc, la peur de ne jamais le trouver. Et la troisième, c'est que, oui, on a l'impression de le connaître aujourd'hui, mais la peur, c'est de le perdre. Ou alors, c'est de savoir qu'on l'a eu et de croire qu'on l'a perdu. Donc, c'est toujours à propos du manque d'amour et de la peur soit de ne pas connaître l'amour ou de perdre l'amour. Et pourquoi on a ces peurs-là? D'où vient le fait qu'on puisse croire qu'on peut manquer d'amour ou perdre d'amour alors qu'on est fait de cette énergie d'amour, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais parce que on perçoit l'amour comme quelque chose qui est séparé de soi. On le perçoit comme quelque chose qu'on doit trouver, qu'on doit mériter, qu'on doit gagner. Et surtout,
on ne sait pas quand ça arrive. OK? On n'a pas de contrôle sur quand ça arrive ou quand ça nous est enlevé, etc. Alors, pour connaître l'amour véritable, je crois qu'il faut, et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire ici, mais restez simplement ouvert et accordez-vous peut-être la permission d'explorer ce concept-là, que la réalité est entièrement et uniquement une projection de notre conscience. C'est-à-dire que tout ce que je pense, tout ce que je ressens, tout ce que je crois, c'est ce que je projette comme un film devant moi et que toutes les situations que j'observe, que ce soit sur le plan personnel autant que sur le plan mondial, toutes ces situations que j'observe, la signification que je leur accorde et crée mon propre film. Et je pense que ça, vous pouvez le comprendre si vous réalisez que devant la même situation, il n'y a pas une personne qui réagit de la même manière et que la réaction crée notre expérience. D'accord? Je ne vais pas aller plus en détail ici dans ça parce qu'on peut faire un atelier juste sur ce point-là. Mais ce que je veux montrer ici, c'est qu'on doit vraiment réaliser qu'on n'est pas juste un être matériel et que la réalité ne nous arrive pas de l'extérieur uniquement. Oui, la réalité est à l'extérieur. Il y a des événements, disons, qui sont à l'extérieur de nous, qui étaient là avant qu'on naisse et qui aussi sont là alors qu'on a l'impression d'avoir rien fait pour ça, mais on y a participé d'une certaine manière. Mais ce qui compte en plus, c'est qu'on a un pouvoir sur les situations extérieures lorsqu'on comprend qu'on a un aspect énergétique, un aspect spirituel et que cet aspect énergétique et spirituel est à la base de toutes les circonstances, si on veut, qui nous sont présentées durant notre incarnation physique. Donc, il faut réaliser que notre être humain, auquel on s'est associé complètement, on s'est identifié complètement à notre personnalité, mais ce n'est pas le seul aspect de notre être. On a un aspect qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus puissant, qui est un être infini et éternel. Et quand on commence à se connecter à cet aspect-là, on a donc un pouvoir d'influence sur nos relations, sur la réalité qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire, que ce qu'on a cru jusqu'à maintenant. Alors, pour avoir une nouvelle expérience de l'amour, alors pour commencer à vivre cette expérience de l'amour dans le couple, en fait, je parle ici particulièrement des couples, mais vous pouvez associer ou appliquer tous ces mêmes concepts, ces mêmes compréhensions à toute forme de relation. Mais donc, pour avoir une nouvelle expérience de l'amour, il faut commencer par retrouver la source d'amour qui existe déjà en nous. Et là, je vais emprunter une autre image, une autre métaphore que j'ai lue dans un livre de Paul Selig parce que je trouve que ça décrit vraiment bien la situation. Okay? Imaginez que vous êtes au milieu d'un désert. Vous êtes dans un champ désertique et là, vous cherchez de l'eau. Et bien entendu, notre première réaction, c'est de chercher de l'eau autour de nous. Mais autour, tout est aride, tout est sec et plus vous cherchez, plus vous vous éloignez en fait de votre point de départ, plus vous perdez des forces et moins vous trouvez ce que vous voulez. Donc, on cherche à l'extérieur. Alors qu'en réalité, pour trouver l'eau, il suffisait de creuser un trou juste là où on était pour trouver une source d'eau intarissable. Alors, c'est la même chose pour l'amour, pour le véritable amour, pour l'amour vrai. Il est déjà là à l'intérieur de chacun de nous parce que c'est la nature même de notre être. Mais à l'heure actuelle, on ne le trouve pas parce que d'abord, on porte notre attention dans une autre direction, dans tous les mauvais endroits à l'extérieur de soi. On croit qu'il nous manque quelque chose pour connaître cet amour-là. On croit qu'on n'y a pas droit, qu'on ne le mérite pas, peu importe. Il y a différentes perceptions à ce sujet-là et on croit qu'on a besoin d'un complément dans une autre personne pour connaître l'amour. Et tant qu'on cherche à l'extérieur, on aura toujours des déceptions, on aura toujours beaucoup de souffrance en amour. Alors,
puisque cette source est à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut la décrire? Parce que si on peut décrire cet amour, alors on va pouvoir aussi commencer à le reconnaître, parce qu'il y a des moments peut-être où vous êtes vraiment connecté à votre cœur, connecté à votre intérieur, puis vous réagissez d'une façon qui soit déjà en accord avec cette vibration-là. Daniel, est-ce que tu peux vérifier que tous les microphones sont bien coupés, s'il te plaît? Alors, attends. Oui, il y a des personnes qui doivent remettre leur micro. C'est ça, voilà. Alors, oui, alors, je ne vois pas là toutes les... Ça ne me met pas toute la liste des personnes. Mais, Ça m'en OK. met un certain nombre. Alors, attends, je regarde sur mon iPad. Ah oui, alors il y en a une qui vient de rentrer là. Alors, faut que je la... Parfait, merci. Christine, qui Oui. venait de rentrer, Oui. fermez votre micro, s'il vous plaît. Ouais. OK, merci. Alors, l'amour en réalité, OK, quand on parle de l'amour, on parle d'une vibration, on parle d'une énergie, donc une fréquence vibratoire. Et cette énergie, c'est l'énergie qui est la structure fondamentale de l'univers dans lequel on existe. C'est l'énergie, je n'en parle pas ici d'une façon scientifique, mais la science quantique commence vraiment aussi à démontrer ce savoir qui est connu depuis la nuit des temps. Hein. Donc, cette énergie, c'est ce qui maintient la création ensemble, mais pour nous, dans notre cœur, en tant qu'être humain, OK, on peut percevoir cette énergie comme une présence à l'intérieur de nous, comme une force créative qui nous habite, comme de l'inspiration. Quand on se sent inspiré, quand on se sent dans le flot d'énergie, on est dans cette énergie d'amour. Alors, cette énergie d'amour, elle est neutre et impartiale. Pourquoi? Parce que l'amour est uniquement inclusif. Il ne rejette rien, il ne condamne rien ni personne, ni aucune expérience. Il est toujours impartial devant toute expérience. Parce que tout fait partie, pour moi, de la source. Et ces expériences, en fait, quelles qu'elles soient, le but de l'expérience est de nous faire réaliser qui nous sommes et de nous faire choisir l'amour comme comportement, comme état d'être, comme état de conscience, comme énergie avec laquelle on veut créer notre réalité. Donc, en résumé, l'amour se trouve dans tous les êtres. Il fait partie de tout ce qui existe, de toute chose. C'est l'essence fondamentale qui est le matériau, autrement dit, qui a construit tout ce qui existe, même si l'apparence actuelle, c'est-à-dire que vous regardez une certaine personne, son comportement est complètement à l'opposé d'un comportement d'amour, ça c'est l'apparence extérieure. Mais l'essence à l'intérieur est aussi divine, d'accord? Donc l'amour est quelque chose qui inclut uniquement, qui est illimité, qui est infini et qui est toujours en expansion. Alors, quand on aime véritablement, on ne se sent pas séparé, on ne crée pas la division d'avec une autre personne, un autre être humain, un groupe, hein? Et on est surtout capable d'accepter une autre personne telle qu'elle est, d'avoir de la compassion pour toute forme de comportement, même si ces êtres sont encore dans l'ignorance, même si ces êtres manquent encore, disons, ne sont pas éveillés à leur nature véritable. Mais si on peut les rejoindre sur ce plan, alors on sait qu'on peut activer cette énergie en eux. Et c'est la même chose aussi avec nos partenaires amoureux. Quand on commence à ne plus voir, s'attacher uniquement à l'apparence de tout ce qu'on n'aime pas, mais qu'on commence à percevoir l'être qui essaie aussi d'évoluer et de grandir à travers ses expériences et qu'on prend les choses beaucoup moins personnellement, eh bien, on peut commencer à changer notre relation. Maintenant, bien sûr, il y a des outils qui nous aident à arriver à ce comportement-là, parce qu'on ne passe pas d'un comportement où on est beaucoup dans la colère, l'indignation, la frustration, l'injustice, etc., le dégoût et tout, à un comportement où tout à coup, on est dans l'amour inconditionnel. C'est un processus graduel, d'accord? C'est vraiment quelque chose de graduel, mais il suffit simplement d'en avoir l'intention, d'avoir le désir d'arriver à ressentir cet amour pour que petit à petit, on attire des expériences qui nous permettent d'en faire
hein, de valider comment ça fonctionne. Alors, pour en revenir aux relations amoureuses maintenant, puisque hein, c'est le sujet principal quand même, pourquoi est-ce qu'on attire des relations qui ne sont pas vraiment comme on le désire? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que souvent, lorsque notre motivation pour avoir une relation, c'est de trouver l'amour, de connaître l'amour, ou alors de se sentir reconnu, valorisé, ou pour combler des peurs ou des besoins, alors on débute notre relation avec cette énergie-là. Et toute cette énergie-là va nous être reflétée dans nos expériences. Hein? Alors, si, par exemple, moi, j'ai une insécurité financière, hein, je ne suis pas sûre si j'ai peur de manquer d'argent, etc., eh bien, et que je crée une relation de couple, alors ce qui va arriver, c'est que je vais, par exemple, accepter beaucoup de comportements désagréables de mon compagnon de vie parce que j'ai peur d'être toute seule et de ne pas être capable de subvenir à mes besoins. Donc, je vais accepter de compromettre qui je suis, de compromettre mon intégrité pour garder la sécurité. Alors, au bout du compte, encore une fois, vous allez éventuellement vivre une sensation d'emprisonnement, d'être limité, d'être contrôlé, ou vous allez vous sentir résigné. Alors, quand on se sent mal dans une circonstance ou dans un domaine de notre relation, que ce soit je me sens sans valeur, pas important, invisible, pas reconnu, OK? On doit se poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cette relation? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette relation? Hein? Et surtout, pourquoi est-ce que j'accepte d'y rester? Donc, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Disons, en me montrant tel que je suis, en osant exprimer que telle chose n'est pas acceptable ou en osant exprimer ce que je ressens, que je me sens humiliée, que je me sens indignée par le comportement, par tel comportement et le pourquoi, etc. Donc, parce que quand on commence à exprimer, alors on peut commencer à résoudre la situation et à changer l'énergie en nous. Mais une première manière, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. Donc, est-ce qu'on a peur de perdre l'amour? Est-ce qu'on a peur de jamais être aimé si on se montre tel qu'on est? Et finalement, la vraie question, c'est comment est-ce que cette expérience peut me servir à reprendre mon pouvoir personnel, à reprendre la responsabilité de ma vie et de ce que je suis? Parce que pour être dans une relation harmonieuse, une relation équilibrée, on pourrait dire aussi, hein, vous devez vraiment commencer par transformer toutes vos peurs, peur d'être seul, peur de l'insécurité financière, peur de manquer d'amour, peur de ne pas être capable d'y arriver toute seule, etc., tout seul. Et il faut vraiment travailler sur ces choses-là, voir qu'elles sont là et décider de les transformer. Donc, lorsqu'on aime inconditionnellement, finalement, on laisse l'autre libre d'être ce qu'il est, mais on se permet aussi de se sentir libre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le droit et le devoir de dire à l'autre quand on n'est pas bien. Vous savez, des fois, on entend parler de gens de couples qui sont ensemble depuis, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, et tout à coup, il y en a un qui signifie à l'autre qui s'en va. Et l'autre reste bouche bée parce qu'il n'a pas vu venir le coup. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu venir ça? Parce qu'il y a une personne à côté qui n'a jamais osé dire ce qu'elle ressentait, par peur de blesser, par peur de décevoir, par peur d'être jugé, peu importe la peur, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'intégrité. Si mon comportement extérieur ne reflète pas ce que je ressens à l'intérieur, où est l'authenticité et l'intégrité? Hein? Donc, il ne faut pas se juger hein, quand on n'est pas capable de maintenir notre intégrité personnelle, pas plus qu'il faut juger l'autre personne. Il faut s'observer et commencer à prendre des décisions différentes. D'accord? Alors, lorsque, je dirais, on réalise que notre partenaire n'est pas là pour satisfaire nos attentes, répondre à nos besoins, c'est là qu'on devient capable de se détacher, de voir l'amour dans les yeux de l'autre, ou la valorisation, ou la sécurité, ou etc. On commence à se tourner vers l'intérieur
à savoir que tout ce dont on a besoin est d'abord à l'intérieur de soi et la relation amoureuse à ce moment-là devient quelque chose de beaucoup plus léger. Elle est là parce qu'on a du plaisir à être avec cette personne qu'on a choisie, parce que ça nous inspire à développer, à nous exprimer dans à exprimer la meilleure version de qui on est. Ça nous inspire à nous dépasser. On se sent créatif, on se sent aligné. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans cette relation, on va pouvoir être et ressentir encore plus intensément tout ce qu'on est déjà à l'intérieur de nous. Et ça, une telle relation, on peut commencer à la vivre dès le moment où on prend conscience du rôle qu'on joue dans la relation. À partir du moment où je sais, OK, quelle est ma motivation, quelle est l'énergie que j'amène, quelle est la peur. Donc, à ce moment-là, je peux commencer tout de suite à me dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je suis prêt à le changer? D'accord? Alors, ça fait presque une heure qu'on parle, alors je vais essayer de clore ça d'ici quelques minutes. Peut-être une dernière question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est possible de passer à côté de l'amour véritable? Parce que j'avais mis quelques questions là au début de la conférence. Alors, sur la base de ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que si l'amour véritable ne dépend pas d'une personne à l'extérieur, ne vient pas d'une personne ou de quelqu'un à l'extérieur de moi, c'est que cet amour, il ne dépend que de moi. Donc, on ne passe à côté de l'amour véritable que si on passe à côté de soi. Donc, si c'est votre désir sincère de vous connaître et de connaître l'amour, vous allez en faire l'expérience. Parce que si cette énergie est vraiment puissante, si elle est en nous et que vous commencez à aligner votre désir et votre pensée avec cette énergie puissante, alors cette vibration d'amour inconditionnel qui fait déjà partie de vous va commencer à pouvoir s'exprimer. D'accord? Alors, des fois, j'entends des gens qui disent « Oui, mais je ressens rien dans mon cœur, c'est comme vide, donc si c'était vrai, je le ressentirais, etc. » Mais alors, je vous dirais qu'on a créé ce sentiment d'être séparé, OK, cette perception, ce manque de perception de notre être intérieur. Et je vais vous ramener aux petits-enfants qui ont moins de 2 ou 3 ans. Alors, quand on observe les tout petits-enfants, on va dire jusqu'à 3 ans environ, peut-être même un petit peu plus vieux, mais 3 ans, et observez-les. Est-ce qu'ils ont peur d'être jugés, de faire leurs expériences, d'exprimer leur créativité? Ils sont toujours dans la joie, le désir d'aller plus loin, le désir de s'exprimer, puis ils sont toujours heureux de montrer comment ils s'expriment. Et aussi, s'ils sont dans la colère, ils ne vont pas se retenir en disant, ils sont toujours dans leur expression. On ne t'entend plus, Dominique. Dominique, on ne t'entend plus. Voilà, je crois que c'est revenu. Voilà. Et maintenant? OK. Désolée. Voilà, c'est ma connexion Internet qui a dit qu'elle était un peu instable. Okay. Donc, on parlait du petit enfant qui était dans son expression créative et qui n'a pas de retenue. Il s'aime comme il est. Pour lui, il n'y a pas de séparation entre lui, le monde extérieur, ses parents, l'amour, c'est une seule et même chose. Et c'est au fil du temps qu'on a appris, qu'on a été conditionné à se refermer. OK? Alors, cet amour, il est quand même là. Cet amour de soi, il est quand même là. Cette joie de vivre, elle est quand même là au fond de nous, mais elle a été tellement rabrouée qu'on n'ose plus ouvrir notre cœur, on n'ose plus se permettre de ressentir ceci, de peur d'être rejeté, d'être jugé, etc. Et pourquoi donc on s'est refermé? Pour être accepté, pour être aimé par notre famille, par la société dans laquelle on est né. Donc, quand on prend conscience de cette énergie qui nous habite, OK, et que vous décidez de vraiment reprendre la responsabilité de ce qui vous arrive, que vous allez commencer à cesser de vous diminuer, de vous dénigrer, de vous juger, vous allez commencer donc à, je
je dirais, à pouvoir ressentir cet amour d'une façon plus claire. Vous allez savoir que cet amour est en vous. Vous allez pouvoir vous pardonner de ne pas être ce que vous croyez que vous auriez dû être, etc. Et vous allez pouvoir laisser émaner cette énergie et donc commencer à créer votre relation amoureuse à partir de cette énergie-là. Parce que vraiment, il faut voir ici que on n'est pas nos actions passées, on n'est pas défini par nos relations passées. Ce ne sont que des expériences qui nous permettent d'apprendre et d'évoluer, d'accord? Donc, on peut vivre une relation épanouissante, on peut vivre une relation qui va soutenir notre expansion si on est capable de voir que l'autre est toujours un miroir par rapport à la façon dont on se perçoit. Encore aussi, j'ai une petite image qui me vient à l'idée. C'est pas moi qui l'ai inventée, mais je l'ai entendue à quelque part. Alors, imaginez que vous allez dans la salle de bain le matin, OK? Et vous vous regardez dans le miroir. Et là, vous avez quelques cheveux en broussailles, d'accord? Et vous regardez le miroir, puis vous lui dites, « Mais c'est quoi ton problème ce matin? » OK? Et vous essayez d'enlever les cheveux en broussailles dans le miroir, mais il n'y a rien qui change. Eh bien, c'est exactement la même chose, le miroir qu'on voit à l'extérieur. C'est qu'on croit que le miroir est le problème. On croit que le miroir a plus ses capacités, disons, de nous montrer l'image qu'on a. Et on ne voit pas que ce qu'on voit, c'est exactement l'image qu'on a de nous, qu'on envoie à l'extérieur. Alors, c'est pour ça que moi, je crois que les relations amoureuses sont un terrain privilégié pour vraiment pouvoir évoluer. Est-ce que c'est le seul? Non, parce que toute personne est notre miroir. Hein? Mais comme notre partenaire est là 24 heures sur 24 dans notre vie, généralement, c'est une relation qui nous permet de se voir très facilement et très rapidement si on veut bien le faire. Et à partir du moment où un être est conscient de son pouvoir de création et conscient de la manière dont ça fonctionne, il va pouvoir se servir avec amour de ces conflits-là, des discordes, disons, pour se transformer soi. Et quand on se transforme, puisque tout est énergie, si mon énergie change, on a dit, la vie est toujours un miroir de ce qu'on est. Donc, si je change mon énergie, obligatoirement, la situation extérieure devra changer sans que j'aie à faire d'efforts, de gros efforts. D'accord? C'est-à-dire que la situation extérieure va se conformer à ma nouvelle énergie. Alors, je vais vous donner un autre exemple ici. Dans ma dernière relation amoureuse, OK, j'aime toujours cet homme, on n'est plus ensemble, et j'avais à ce moment-là le désir d'avoir beaucoup d'intimité avec mon amoureux. Alors, ça veut dire que j'avais envie, moi, qu'on se tienne par la main, qu'on se regarde dans les yeux, etc., qu'on fasse des câlins, etc. Mais lui n'avait pas du tout les mêmes besoins ni les mêmes attentes. Alors moi, quand par exemple, je voulais me promener par la main et que lui ne voulait pas, bien, immédiatement, je me sentais triste parce que j'avais associé au mot amour l'expression physique de l'amour. Hein? Et ce qui arrive, c'est que éventuellement, OK, puisque je fais ce travail, éventuellement, j'ai vu que j'avais des attentes et je me suis dit, OK, il faut que je laisse aller ces attentes-là. J'aime cet homme, il y a beaucoup de choses dans cet homme-là qui me plaisent et qui correspondent à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Peut-être que ces attentes-là, finalement, sont pas importantes. Alors, j'ai vraiment lâché prise. Et lorsque j'ai lâché prise, eh bien, je vous dirais que cette relation-là a vraiment pris son envolée sans que j'ai rien d'autre à faire que de faire du travail pour moi. Pourquoi? Parce que nos attentes créent de la pression sur l'autre personne qui se sent alors responsable de notre humeur et de notre bien-être. Et lorsque cette personne ne veut pas prendre la responsabilité qui ne lui appartient pas d'ailleurs, hein, eh bien, c'est ce que ça fait, ça crée conflit. Et lorsque la pression tombe, alors l'amour peut s'exprimer d'une manière naturelle et spontanée qui va être en accord avec les deux et non pas avec la vision de l'un ou la vision de l'autre. Vous voyez? Alors, je pense, moi, que dans toute relation amoureuse, il y a un profond désir d'échanger et d'apprendre de l'un de l'autre. Et que si la relation n'évolue pas ou ne change pas après un certain temps,
on va s'ennuyer, OK? Donc, c'est vraiment un terrain d'apprentissage privilégié pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer aussi, et pour apprendre à s'épanouir, pour apprendre à exprimer le meilleur de soi. Et ça se fait vraiment en se remettant en question constamment. D'accord? Alors, peut-être que je vais terminer. OK. Alors, je vais dire juste un petit mot ici, peut-être aussi sur la croyance que les relations amoureuses doivent durer pour être réussies. Alors, pour ce que j'ai compris, moi, parce que vous devez savoir que j'ai été mariée 2 fois et que j'ai eu 3 autres longues relations, ça a toutes été des relations d'au moins 10 ans. Pardon. Oui, ah oui, 10 ans. Et, et ce que j'ai appris de ça, parce que je me culpabilisais beaucoup à une certaine époque de ne pas être capable d'avoir une relation qui dure. Et j'ai compris que c'était une croyance, qu'une relation qui dure, ça vient de la religion, ça vient aussi de la famille ou de la croyance qu'on a qu'une famille doit rester ensemble. Enfin, il y a plein de croyances là-dessus. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce qui était important dans une relation, c'est la manière dont cette relation se termine et se transforme. Alors, si, par exemple, on est avec un partenaire et que pour quelque raison que ce soit, ce partenaire sort de notre vie, que ce soit un décès, que ce soit sa décision, votre décision, etc., eh bien, ce passage à une nouvelle forme de relation doit se faire d'une manière consciente, gracieuse, fluide et sans aucune énergie non résolue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de colère, de ressentiment, de tristesse. Toutes ces formes d'énergie doivent être complètement éliminées. Et à ce moment-là, c'est une relation qui est réussie. Parce que parfois, un partenaire arrive dans notre vie simplement pour nous aider à résoudre une chose. Et lorsque c'est réalisé, eh bien, la relation n'a plus vraiment sa raison d'être et elle va se dissoudre d'elle-même. Donc, tout est toujours une question, encore une fois, de conscience et d'énergie, OK? Et de comprendre que devant toute circonstance, que ce soit dans une relation, lorsqu'une relation se termine ou dans la nouvelle relation qu'on établit avec un ex-partenaire, qu'en toute circonstance, on doit être dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on doit accepter ce qui est présent, accepter l'autre, avoir de la compassion pour soi-même et pour l'autre et voir toujours les possibilités de transformation que ces situations nous procurent. D'accord? Alors, je vais terminer la conférence maintenant en vous donnant peut-être un petit outil très simple et facile à utiliser pour ceux d'entre vous qui sont dans une relation actuellement et qui éprouvent de la difficulté. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, on met beaucoup plus l'accent sur ce qu'on n'aime pas chez notre partenaire que sur ce qu'on aime. OK? Il peut y avoir 10 choses qu'on aime, 10 comportements qu'on aime et un qu'on n'aime pas. Et toute la journée, ou alors à tous nos amis ou avec tous nos amis, on va parler de cette chose-là qu'on n'aime pas, ce qui la rend plus importante. Donc, pendant une journée, OK, faites l'effort de ne pas porter l'attention sur les aspects négatifs. Quand je dis pas porter l'attention, ça ne veut pas dire de ne pas réagir si vous devez réagir d'une certaine manière, mais n'en parlez pas, n'y pensez pas, ne racontez pas aux autres, mais portez votre attention sur toutes les petites choses que vous aimez. Prenez le temps d'apprécier, okay, que ce soit un sourire, une attention, quelque chose que votre partenaire fait que vous aimez, et portez simplement votre attention sur ces choses positives pendant la journée. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, vous allez avoir déjà une perspective beaucoup plus légère sur votre relation. Votre niveau de joie, votre niveau de satisfaction, autrement dit, va augmenter, ce qui va apporter de l'amélioration à votre relation. Alors, voilà, je pense que c'est assez pour cette conférence ce soir. Je vous invite, si vous avez des questions, peut-être à les poser. Hein? Je pense que Daniel va les... reprendre les questions. Vous les mettez dans le chat. C'est ça. Et peut-être, Daniel, si personne, parce que je ne vous ai pas proposé de faire des questions, mais pour laisser le temps peut-être aux personnes d'écrire, est-ce que tu veux commencer à décrire l'atelier qu'on va offrir ou si tu as déjà des questions? Oui, je rappelle juste que
il y aura donc, à la suite de cette conférence d'introduction, 4 ateliers. Le prochain donc va démarrer la semaine prochaine. Et alors, si tu veux, Dominique, je vais te laisser peut-être parler un petit peu de chaque atelier, voilà, de la spécificité un petit peu de chaque atelier. Oui, bien sûr. OK. Donc, ces 4 ateliers vont se passer sur 4 mardis, le 23 juin, le 30 juin, le 7 juillet et le 21 juillet. On fait une petite pause le 14. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Alors, le premier atelier, le 23 juin, mardi prochain, s'intitule « Qu'est-ce que l'amour véritable ?» Alors, on va dans cet atelier beaucoup travailler sur les croyances qu'on a sur l'amour, comment ces croyances influencent nos relations amoureuses, pourquoi on attire tel ou tel type de relation. On va explorer assez en détail qu'est-ce que certaines notions qui ont cours dans notre société à propos de l'amour romantique, de l'amour-passion, de l'amour fusionnel, de l'attraction physique, quand on dit qu'on a quelqu'un dans la peau. Donc, on va regarder tout ça, voir qu'est-ce que ça signifie. On va parler aussi des âmes sœurs et des flammes jumelles. Est-ce qu'on a vraiment une flamme jumelle? Qu'est-ce que c'est une âme sœur? Quel rôle ça joue dans une relation amoureuse? Et puis, on va beaucoup travailler aussi sur notre relation avec soi. Quand j'ai expliqué aujourd'hui que pour avoir une relation amoureuse équilibrée, authentique et épanouissante, il faut d'abord avoir une relation avec soi qui soit authentique et qui soit sincère. Donc, on va voir comment on fait pour se connecter à notre être authentique, comment reprendre contact avec cette partie de nous. Donc, vous aurez donc une procédure quotidienne à faire pour vraiment enclencher ce processus. Et dans cet atelier, on va aussi voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire aimer inconditionnellement. J'en ai parlé pendant la conférence, mais on va l'explorer encore plus pour que vous puissiez avoir une idée plus claire de comment ça s'exprime, l'amour inconditionnel. Et dans l'atelier numéro 2, là, on va voir comment la vibration qu'on émet attire une relation. Pourquoi on attire donc pas toujours la relation qu'on veut consciemment. Et on va commencer à explorer justement le processus qui fait qu'on crée une relation. Quelle est l'énergie qu'on envoie, que ce soit au niveau des pensées, des motivations, des émotions, le désir et tout ça. Donc, on va explorer comment ça fonctionne pour que vous soyez en mesure de mieux comprendre le rôle que vous jouez dans les relations amoureuses que vous avez. Puis ensuite, on va voir que c'est possible de choisir l'expérience qu'on veut et qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer cette expérience-là dans notre vie. Comment on fait donc pour aligner notre énergie, émettre une vibration qui va attirer l'expérience qu'on veut. Et dans le troisième atelier, on va faire un peu plus de nettoyage. C'est-à-dire que dans le premier atelier, on a parlé des croyances, etc., qui nous empêchent de retrouver l'amour. Mais dans cet atelier-là, on va aller vraiment détacher les liens énergétiques qu'on a pu garder avec des partenaires passés. Parce que les liens énergétiques, c'est quand on n'a pas résolu. Alors, si avec un partenaire passé, vous avez encore des émotions difficiles, par exemple, vous pensez à votre partenaire, vous avez encore du ressentiment, de la colère, de la frustration, de l'indignation, peu importe, mais tout sentiment négatif signifie qu'il y a encore un lien énergétique avec cette personne qui n'a pas été résolu et ce lien va donc, s'il n'est pas encore nettoyé, va influencer votre prochaine relation. Donc, avant d'avoir une nouvelle relation, c'est bon de faire un peu de ménage, on peut dire. Et la même chose, même si vous êtes en relation actuelle, ça va aussi contribuer à alléger votre relation actuelle. Vous ne reporterez pas sur votre partenaire actuel tout ce qui n'a pas été résolu avant. Et on va parler aussi beaucoup de l'autre comme notre miroir. Okay, comment on fait pour reconnaître ce miroir? Et je vais vous donner un outil très précis et très facile à utiliser pour justement comprendre le miroir. Et cet outil, ce sont les émotions. Donc, on va apprendre à quoi servent nos émotions, comment nos émotions peuvent nous guider vers les informations, disons, inconscientes qui sont en nous, nos fausses croyances, nos traumatismes énergétiques, tout ça. C'est de l'information que vous avez en vous et à laquelle vous avez accès, souvent d'une façon plus facile qu'on croit, surtout à cette époque-ci.
où l'énergie nous soutient énormément et c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à toute cette information-là. Puis on va parler aussi de comment gérer les conflits, c'est-à-dire que pour éviter que les conflits se rendent au drame et aux crises, OK? Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie quotidienne pour gérer les conflits et régler tout ça? Et on va parler des compromis aussi, parce qu'on parle beaucoup dans un couple qu'il faut faire des compromis, etc. Alors, je vais vous donner ma perception sur les compromis. Et dans le dernier atelier, là, on va parler vraiment de la communication, de l'échange entre les partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire de communiquer clairement et de communiquer avec cohérence? Alors, j'ai parlé tout à l'heure que souvent, on a un masque et on ressent quelque chose à l'intérieur, mais on n'ose pas le dire à l'extérieur. Alors, la cohérence, c'est quand ce que je dis ou ce que je pense est, ce que je dis, c'est-à-dire est la même chose que ce que je pense et ce que je ressens. Donc, c'est cohérent. Mais si ces aspects-là ne sont pas cohérents, on va voir qu'est-ce qui se passe et comment vous pouvez faire pour devenir plus cohérent. Et on va parler aussi, quand je parle des qualités à développer pour vivre une relation amoureuse authentique, c'est quelles sont vraiment les qualités? Qu'est-ce que c'est l'intégrité dans un couple? Comment ça se vit l'intégrité dans un couple? Qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous êtes intègre ou pas? Parce qu'on a tellement de croyances sur ce qu'on doit faire dans un couple, ce qu'on doit, disons, montrer à l'autre pour montrer qu'on l'aime. Donc, il faut vraiment prendre conscience là, des conditionnements par rapport à ce qui est authentique. Et c'est avec ça qu'on va terminer dans cet atelier-là. Alors, pendant tout ça, donc, on va travailler à transmuter, si on veut, les croyances limitantes sur l'amour et les relations de couple. Vous allez travailler à découvrir les énergies qui sont en vous. Donc, je vais vous donner aussi des petits exercices à faire entre les ateliers. Donc, c'est vraiment un atelier intensif et interactif que vous pourrez d'ailleurs continuer par après. OK, ça ne se termine pas au moment où l'atelier est fini, parce qu'à partir du moment où vous allez commencer, vous allez devoir mettre en pratique dans votre vie de tous les jours les outils que vous allez apprendre, les concepts que vous allez intégrer. C'est-à-dire que devant la même situation, là, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Mon partenaire crie après moi. Avant, je paralysais. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? OK? Vraiment, c'est comme ça. Ou alors, mon partenaire m'annonce telle chose, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Qu'est-ce que je dis? Comment est-ce que je réagis? Voilà. Donc, on va voir le côté très pratique parce que c'est là que c'est nécessaire d'agir, OK? Et vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'avoir de la clarté, premièrement, sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez et ce que vous voulez exprimer à votre partenaire. Alors voilà, je pense que ça explique en gros c'est complet, c'est très complet. On est prêt après pour l'été, pour vraiment avoir une belle relation de couple ou trouver, comment dire, une personne, si on fait bien tout le travail et les exercices, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Mais en même temps, il faut prendre ça, vous savez, avec légèreté. C'est-à-dire que si on se prend trop au sérieux, ça devient là un test ou quelque chose. Il faut prendre ça, il faut avoir, comment je dirais ça? Il faut avoir du plaisir dans la découverte, dans l'apprentissage. Il faut prendre ça un jour à la fois, une expérience à la fois et vraiment être dans la légèreté dans ce travail-là. OK? Oui. Alors, une petite réponse là, Marie-Hélène. Non, les ateliers ne sont pas uniquement pour des personnes qui sont déjà en couple. C'est pour toute personne et c'est également pour pouvoir peut-être se mettre en couple également si on ne l'est pas. Dominique. Exactement. Exactement. C'est parce que même si vous n'avez jamais eu de relation amoureuse, alors il y en a parmi vous qui sont peut-être seuls aujourd'hui, mais qui désirent une relation amoureuse, mais qui en ont une dans le passé. Une ou plusieurs. Il y en a parmi vous qui peut-être n'en ont jamais eu, mais qui en désirent une. Alors, ou même vous êtes seul, mais vous pensez que vous voulez être seul, mais ce n'est pas certain que vous êtes seul pour les bonnes raisons. Et ici, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix.
une personne qui veut vivre seule, une personne qui veut vivre en couple, les deux choix sont absolument justes si ça vient de notre cœur et non pas de peur ou de faux croyances limitantes. D'accord? Donc, dans tous les cas, vous allez trouver ici des informations et des outils qui vont vous aider soit à améliorer votre relation actuelle, soit à en créer une nouvelle, mais aussi il y a beaucoup d'outils pour vous, pour améliorer la relation avec vous-même en premier. Okay? Donc, vous pouvez appliquer ça. Et puis, tous ces outils-là, comme je l'ai dit, peuvent être utilisés dans tout type de relation. Vous avez des conflits avec un parent, avec un enfant, avec un collègue de travail, vous allez appliquer la même logique. Oui, ça peut être sur le plan amical, on peut être un peu en couple sur le plan amical, sur le plan professionnel. On peut aussi avoir des relations, comment dire, comme des couples. Donc, évidemment, ce sont des outils qui servent après pour toute situation. Et je voulais apporter donc une précision sur le plan pratique. Donc, normalement, moi, je ne diffuse pas de replay. Mais avec Dominique, c'est particulier parce que comme elle donne des exercices à faire et elle donne beaucoup d'outils, vous aurez donc les replays ou replays, je ne sais pas comment on prononce, pour chaque atelier et ça vous permettra évidemment de faire les exercices d'un atelier sur l'autre et surtout ça vous permettra à quelques mois, comment dire, d'intervalle d'y revenir ou si vous vivez une situation de couple un peu particulière, vous pourrez aller regarder un petit peu dans vos cahiers ou en réécoutant ces replays pour comprendre à ce moment-là. Voilà, c'est important parce que là, vous aurez tous les replays. Voilà. Et puis, dans les ateliers aussi, on va faire ce que j'appelle des séances de guérison. Hein. En même temps, on va faire en groupe. Là. Dans chaque atelier, il y a au moins un ou deux exercices de guérison en groupe là, que vous pouvez refaire aussi. Hein. C'est pour ça que le replay ou la rediffusion, enfin en bon français, est importante.